Un micro là, c'est cool. Tiens, je te donne ça. Attends, mais il y a cela. Allô? Il y a que Kevin en fait, je suis. Non, Kevin, il s'en fout. Merci d'être tous là. Vous avez rempli la salle, c'est génial. Bon, on s'attendait pas à plus. Enfin, si un peu, mais bon, tant pis. Je m'attendais sur toi, moi. Mais là, vous êtes bien à 25, c'est impeccable. Après, à la limite, si vous voulez vous mettre tous au premier rang, ça passe, normalement. Je suis à ma place. Donc, on a été invité par Stéphane pour faire une petite presse de fin de soirée, même si tout le monde est parti. Tant pis. On a décidé de vous présenter une petite histoire sur les containers. On va juste se présenter un petit peu d'abord. Alors, il nous manque deux bonhommes, ils sont en train de s'amuser. On va les laisser faire. Donc, moi, c'est Damien, Kevin, Pierre. Vous connaissez. On a... C'est ça, hein. Je suis jusqu'à présent suivant. On a monté le mug il y a 1 an et demi, histoire de faire un peu quelques travaux autour du monde Microsoft. On est parti... allez, je vais vous faire un petit... dans ces trucs-là. Paf. On est parti sur des concepts, enfin des constats même, pour lesquels il y avait rien de fait sur Clermont. Il y a des choses qui se font un peu dans d'autres villes, à Paris, à Lyon. Et sur le monde Microsoft, il n'y a pas grand-chose. Donc on a monté cette histoire-là à 5 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Des conférences. Alors ça peut être ici. La deuxième fois au moins qu'on fait un truc ici. on fait en plus au Bivouac d'autres fois sur tout ce qui va tourner autour du monde Microsoft, mais pas que. L'université aussi. À l'université, potentiellement dans quelques temps peut-être à l'IUT. On a fait intervenir différentes personnes sur plein de technos différentes, sur du Xamarin par exemple, sur du .NET Core. Un ex-copinou, Thomas, je ne sais plus comment, là, qui est venu présenter un truc sympa. Et puis l'intervention sur Innov, et puis voilà, enfin, 2-3 trucs sympas tous les 2-3 mois. À l'IUT, et puis aujourd'hui au RIP. On fait en général un petit mode convivial à la fin. Donc le but du jeu, c'est de fédérer un peu les gens, de leur montrer des choses, et puis après en discuter autour d'un petit verre et un bout de pizza. Ou du Subway si on est mal placé, mais ça c'est un autre problème. Aujourd'hui, on va vous raconter une petite histoire sur les containers, parce que c'est un truc qui est un peu d'actualité, pas forcément chez Michelin, on est d'accord? Alors, surtout pas de ce côté, plutôt côté DGSI, là ils sont un peu plus en avance. Et du coup, je vais commencer à vous parler un peu, je laisserai mes collègues de la technique donner les billes techniques. Moi, je vais juste vous vulgariser un peu le sujet. Histoire d'amener un peu, voilà, un peu d'idées sur ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait avant ou aujourd'hui chez Michelin. Pardon, j'ai pas dit. Donc, si je vous parle de déploiement, il y en a quelques-uns qui le font peut-être dans la salle là. En gros, j'ai distingué un peu deux phases, deux façons de faire, complètement manuelles. Alors j'ai fait un joli dessin, je crois que... Non, perdu. Ah, j'ai pas de dessin. Je suis déçu, je suis triste. Ah, c'est ça, ouais, pas l'image. On a Internet. Ah si, hein. Bah si, Internet. Mais complètement. Ouais. Ouais, j'ai un PC Michelin, je suis désolé. Par contre, il nous faut... non, mais il nous faut les images. Ouais. Ouais, pas les images. Non, mais... Ah, c'est marrant, ça. Bah non, pas trop. Ça, c'est quand même Normalement, rigolo, ça se passe après dans la démo de Pierre. Ouais. Non, mais toi, t'étais confiant, quoi. T'avais pas de démo, alors tu t'es dit, Non, je vais pas avoir de problème. Ah, Voilà. ça y est. Ah, bah, voilà. Et pourquoi elle n'est pas dans le plein écran? C'était histoire que t'as un souci aussi. Ouais, c'est ça. Il y en Ouais. aura d'autres sur la démo. Et j'ai fait des beaux dessins quand même. Même pas. Non, c'est du pitch. Il faut quand même le dire, en fait, Damien vous a dit qu'on était très Microsoft, on n'a même pas utilisé PowerPoint, Ouais. là, on est parti sur la ligne. Je suis complètement déçu. Et pour un gars d'Avalade, ça me... Enfin bref, ils m'ont eu. Pas de Microsoft. Hein. Non, pas du tout. En fait, Donc j'ai fait un joli dessin sur comment ça se passe un déploiement en général. On commence par développer un truc, plus ou moins bien. Il y a un petit déployeur qui prend son disque dur, il prend son taxi, son avion, gros son taxi, gros son avion des fois, ça dépend. Il se pointe à l'usine et là, on arrête la prod. On met à jour le serveur avec son petit disque dur sur lequel on a mis éventuellement l'ISO de l'application ou les sources de ce qu'on veut mettre. Et on redémarre la prod. Et des fois ça marche. On fait des pneus. Ça c'est un peu le monde d'il y a 1 an. Non, je déconne. 5. Après, on a un peu avancé quand même. On va faire un peu plus simple. On peut faire à distance maintenant. On peut faire du dev, du package. Un petit bonhomme qui prend le l'application à distance, le serveur. On arrête quand même la prod, on est d'accord? On met à jour et on redémarre. Et normalement, ça marche.
normalement presque des bisounours. Alors, c'est deux façons de faire. Si je remonte à celle-là, là, ça prend un peu de temps quand même. Ça coûte un peu d'argent. Ça oblige les gens à se déplacer, à avoir des vrais déployeurs. Ça coûte des frais, ça coûte du temps. Et ça implique aussi d'avoir des arrêts assez conséquents. Parce que du coup, il faut prévoir à l'avance, il faut appeler un certain nombre de personnes, voir avec les supply chain éventuellement, il faut arrêter l'usine, etc. Ça peut être compliqué. La deuxième solution, c'est pas tellement mieux en fait. Même si on se déplace moins. Un peu moins de frais, un peu moins de temps de transport, c'est un peu moins dangereux. Après, on a d'autres solutions aujourd'hui. Voilà, c'est mes copains qui vont vous en parler. C'est eux la solution, enfin presque. Enfin, en tant que personne, pas trop, mais en tant que solution, peut-être. Ouais. Bon, on va faire un petit bond dans l'histoire. Ça, c'était années 90 90, 2000, ouais. 2000 quelque chose, quoi. Ça dépend où. Et en fait, dans les années 2000 quelque chose, il y a la virtualisation qui arrivait. En fait, pas du tout. Hein. J'ai regardé Wikipédia, c'est à partir de 1960. Je ne sais pas ce qu'ils arrivaient à virtualiser en 1960, mais c'est 1960. C'est assez impressionnant. Alors, c'est quoi la virtualisation? Tac, c'est par ici. On va quand même pas aller trop vite. La virtualisation, en fait, c'est on prend un système informatique et en fait, on va faire des clones virtuels de chacune de ces composantes de cet élément informatique. Donc nous, ce qui va nous intéresser, alors par exemple, ça peut être le système, ça peut être un accès disque, une zone disque, on va pouvoir la virtualiser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie système. Donc, tac. Qu'est-ce qu'on a comme virtualisation? En fait, on a deux types de virtualisation, je vous les présente rapidement. On a ce qu'on appelle les hosted hypervisors ou type 2. En fait, c'est des hyperviseurs qui vont permettre de virtualiser des systèmes sur votre environnement. Ça veut dire sur votre Windows, vous allez installer ce genre de logiciel et ça va vous permettre de lancer une application qui est virtualisée. Donc un système qui est virtualisé, pardon. Donc par exemple VMware Workstation qui doit être un des plus connus ou Microsoft Windows Virtual PC. Ça c'est pour refaire un peu de Microsoft, hein. Mais c'est pas leur meilleure solution quand même, hein. Enfin leur meilleur produit. Je vais pas m'y faire à ça. Par contre, si on va aller un petit peu plus loin dans la virtualisation, on a ce qu'on appelle les types native ou bare metal hypervisor. Pourquoi bare metal? En fait, c'est qu'ils sont directement installés sur la machine. On n'a pas de système Windows, Linux pour les hoster. En fait, ça va être directement installé sur la machine. Et là, on va retrouver des produits tels que VMware ESXi ou en mieux Hyper-V. Je suis obligé. Petit rappel. On a aussi Proxmox qui est pas mal, qui est open source. Ouais, bon, je me rattrape. Mais Microsoft Hyper-V, d'accord. Rapidement, la virtualisation, il y a plein de fonctionnalités qui sont bien sympas. Le P2V, voilà, vous avez un environnement physique, vous arrivez à en créer un environnement virtuel. Je le fais vite, hein, c'est pas l'objectif de la presse d'aujourd'hui. Le partage des ressources. Donc c'est super parce que sur une machine, voilà, vous avez une certaine quantité de RAM. Et en fait, plutôt que d'avoir un seul système qui consomme cette mémoire, suivant l'utilisation de vos systèmes virtualisés, vous allez pouvoir répartir l'utilisation et optimiser ce coût. Les snapshots, bon, je pense que tout le monde connaît. On fait un snapshot d'une machine, d'un système, et ça nous permet de revenir à cette image qui a été stockée quelque part en cas de problème. C'est quand même plutôt pratique pour les déploiements. Les migrations, donc migration, ça va nous permettre un cluster, on va avoir forcément plusieurs nœuds, ça va nous permettre de déplacer une VM. Le failover, forcément, imaginons qu'un des nœuds du cluster a un problème, crash, on va être capable de revenir sur une version connue sur un des autres nœuds. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles sur du physique. Donc quelques avantages de la virtualisation, bien sûr, ça va nous permettre de réduire les coûts. Peut-être pas dans un premier temps, mais sur un moyen terme, ça va certainement coûter moins cher. D'automatiser un certain nombre de choses. Forcément, il est plus facile de déployer des VM que de déployer une machine, c'est-à-dire de prendre l'ordinateur sous le bras, comme le proposait Damien, et de prendre l'avion et d'aller le poser dans une usine. Créer une VM, voilà, c'est quelques lignes de commande ou quelques clics si on utilise l'interface graphique. Des optimisations sur l'énergie, le Green IT. On a Stéphane qui est un fervent défenseur de Green IT. Enfin, il vous en parlera plus tard peut-être. Pas sûr. La même façon, ça nous permet d'avoir des infrastructures qui sont plus résilientes. Et bien sûr, alors ça c'est important pour le petit développeur qui est moi, forcément ça nous permet d'expérimenter plus facilement, quoi. Plutôt que d'installer tout un système, on est capable d'avoir une VM qui tourne à côté de notre environnement, de faire des snapshots comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des tests, et ça c'est quand même plutôt cool pour un développeur. Et donc forcément, ce que tu n'avais pas, ça va nous permettre de gagner énormément de temps pour le déploiement. Bon, quelques contraintes.
C'est pas forcément, enfin forcément c'est les contraintes des avantages, on va dire. Forcément ça va coûter cher au départ. Acheter un serveur quand on a une seule application, bon bah voilà, on achète un seul serveur. Par contre si on veut acheter un cluster, bah, il faut tout de suite investir plus, investir dans du hardware, investir dans des licences, normal. Ça arrive avec quelques limitations. Il y a certains hardware qu'on va pas pouvoir utiliser. Il y a certains logiciels qu'on va pas pouvoir utiliser en virtualisation. Enfin, ça ne commence à quasiment à plus exister, mais enfin, ça existe. Il y a encore quelques petites problématiques du Oracle, par exemple, des fois sur la virtualisation, c'est pas top sur certaines versions. À voir. Et on a toujours un risque d'éparpillement des serveurs. Forcément, c'est facile à déployer, donc on se retrouve à créer des serveurs un peu pour tous les besoins, sans savoir vraiment à quoi ils servent au bout d'un moment. On se retrouve avec plein de machines et potentiellement, vu que ça coûte moins cher, on oublie de faire le ménage. Tac. Bon. Si on est là ce soir, c'est pas pour parler de virtualisation comme je vous l'ai présenté là, c'est plutôt parler de conteneurs. On n'en a pas encore parlé, donc c'est parti, c'est maintenant. En fait non, parce que je vais faire un petit parallèle avec je me rappelle au fur et à mesure de ma presse, on va faire un petit parallèle avec le monde du transport. Comment on transporte des marchandises dans le monde. En fait, avant 1960, ça ressemblait à ça. C'est moi qui ai fait la petite image, hein. C'est pas génial, mais ça représente bien la problématique. En fait, on avait des biens de consommation de différentes tailles, de différents poids, de différentes résistances, avec plein de contraintes en fait liées à chacun en fait. Et on avait des moyens de transport qui avaient un certain nombre de capacités, qui pouvaient transporter des grosses charges, d'autres des petites, d'autres qui étaient maniables, d'autres qui plein de choses à faire matcher entre elles, et c'était pas forcément très simple parce que suivant le bien de consommation ou le moyen de transport, il fallait s'adapter. Pas forcément très simple. Toujours pas. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est depuis 1960, apparemment. Vous aurez au moins appris ça. Depuis 1960, on a des conteneurs. Les conteneurs, ça a été génial en fait. C'est une vraie révolution dans le monde du transport parce qu'en fait, on a uniformisé la façon dont on allait transporter ces biens de consommation. Qu'on transporte un pneu, qu'on transporte une voiture, ça va dans un conteneur. Ça va prendre plus ou moins de place, mais par contre ça va être standardisé et en fait on n'aura plus qu'à prendre ce conteneur et à le poser sur le moyen de transport qui sera capable de porter un conteneur. Bon, le Clark, je suis pas sûr, mais bon, j'avais que cette image. C'est ce qu'on peut. Un gros Clark, ouais, c'est un gros Clark ça. Bon. Si on fait le parallèle avec l'informatique, c'est un peu pareil en fait. Au final, on a des applications, des besoins applicatifs en fait, qui ont chacun leurs contraintes, qui sont chacun des difficultés, potentiellement, je sais pas, des ports à ouvrir, des tailles différentes, des systèmes différents, toutes ces choses qui nous embêtent au jour le jour, parce que pour les déployer, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Enfin, il y a un outil qui nous plaît bien, mais bon, là, il faut un Linux, je sais pas trop quoi. Celui-là, c'est un Windows machin. C'est galère tout ça, et bon, ça nous rajoute plein de contraintes en IT, parce que il va falloir s'adapter à la couche donc pas de transport, mais à la couche de hosting, en fait, d'hébergement. Donc c'est pas forcément très simple et en fait les gens ils ont réfléchi, ils se sont dit les conteneurs c'est quand même pas mal, on va essayer de faire pareil. Et donc voilà ce que c'est un conteneur dans l'informatique. En fait c'est rien de bien compliqué, c'est vrai que on en entend parler depuis quelques années, depuis 2015 c'est vraiment le mot à la mode. Pourtant c'est pas grand chose en fait. Un conteneur c'est juste vous prenez un système et en fait ce système il va être capable d'avoir des environnements d'exécution qui vont être isolés les uns des autres en fait, et chacun de ces environnements pourra accéder à ces ressources et uniquement à ces ressources. Par contre on va bien sûr quand même, ça sera pas des boîtes noires qui vont tourner coupées du monde, on va pouvoir les brancher sur des réseaux, on va pouvoir les faire communiquer, mais par contre ça va être piloté. Si on fait la différence par rapport à ce que je vous ai expliqué auparavant là sur la virtualisation, ça va être assez flagrant en fait. Ce schéma vous allez le retrouver un peu partout sur Internet. Sur la virtualisation comme sur la conteneurisation, vous allez avoir une couche infrastructure, une couche de hosting, que elle soit on-prem avec des clusters qui seraient déployés dans vos usines ou dans le cloud chez un provider comme Azure. Microsoft quand même, pas déconner, ou AWS ou qu'importe. Voilà. On va avoir une couche d'un operating system. Alors bon, ça va un peu différer, mais on va la garder. L'hyperviseur, tel que celui que je vous ai expliqué là quand je vous ai parlé de virtualisation, ça va pas être un hyperviseur identique, ça va être un moteur de conteneur. Bon là, je vous ai fait un spoil, c'est un Docker. Par contre, la couche d'en dessus,
et ben en fait, elle ne va pas apparaître parce que quand vous déployez des VM, quand vous déployez un système, une de vos applications, vous allez déployer à chaque fois un Windows, ou vous avez déployé un Linux à chaque fois. Et ben ça, avec les conteneurs, vous n'avez pas à le faire. Et c'est génial en fait au final, parce que vous n'avez pas à le déployer la première fois, donc bah, c'est bien, ça va pas prendre de la place, ça va pas, vous n'aurez pas à le patcher, vous n'aurez pas à le maintenir, ça va pas prendre des ressources sur la machine, parce que en fait les petits environnements d'exécution dont je vous ai parlé tout à l'heure, les conteneurs en fait ils vont pouvoir s'exécuter directement. Après au niveau du déploiement, on va retrouver de la même façon qu'avant bah, donc les libs, les bins qui sont liés à chacune de nos applications. Donc là, ce petit schéma il est quand même bien parlant, quoi. On se dit ça sent bon quand même cette technologie. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution pour faire de la containerisation? J'ai mis un S, mais on va pas se mentir, aujourd'hui il y en a une qui, je vais pas dire qui ressort, en fait c'est celle qui est utilisée quasiment partout, c'est Docker. Docker en fait, il est arrivé initialement sur du Linux, et il est maintenant disponible également sur du Windows 10 et Windows 16 Server également. Donc bah voilà, c'est clairement la plateforme qui est la plus utilisée, donc bah, c'est de celle-là dont je vais vous parler maintenant. Donc quelques définitions rapides avec un petit schéma que j'ai récupéré sur le site de Docker en fait. Les conteneurs, je vous en ai parlé, c'est des environnements d'exécution. Les images, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait c'est un conteneur, un état donné. C'est ce qui va nous permettre de créer un conteneur en fait. C'est le package, ouais c'est ça, exactement. Une registry. Qu'est-ce que c'est une registry? Bah, en fait, c'est l'endroit où on va poser nos différentes images de conteneurs. On va les enregistrer là-dessus. Donc ça peut être une registry locale qu'on aurait montée bah, potentiellement sur votre réseau Michelin, ou une registry partagée type Docker Hub ou Azure Registry. Enfin voilà, une registry où on va aller enregistrer nos images. Donc là dans l'exemple qu'on a en fait, on a trois parties. On a la partie client. Bah, la partie client en fait, c'est juste une console où la personne qui va vouloir faire du Docker pourra lancer des commandes. On a la partie Docker Host, bah, qui est le serveur Docker au final, donc avec le Docker démon, et la partie registry dont je vous parlais juste à présent. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre d'images qui sont disponibles. On a notamment, bon, dans celle qui est en exemple, on a une image à Nginx. Nginx, c'est un serveur web, en fait, comme Apache HTTPD. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? À un moment donné, le développeur ou la personne qui va vouloir travailler avec les images va faire un Docker build. Ça va lui permettre de créer une image. On y reviendra par la suite. Imaginons qu'ils veulent la déployer, ben, il va faire un Docker pull pour récupérer cette image de la registry sur son instance Docker, donc un téléchargement simple, et ensuite il va pouvoir faire un Docker run avec un certain nombre de paramètres pour créer une instance de conteneur basée sur cette image. Voilà, donc là dans l'exemple qu'on a, ben, voilà, on voit que l'image a été récupérée en local et que ça nous a permis de créer nos conteneurs comme je vous le disais. Très simple. Bon, les avantages des conteneurs, c'est que ça va nous permettre d'avoir des images. Les images de nos conteneurs, elles ne bougeront pas, quoi. Elles sont versionnées et on est sûr et certain de ce qui est à l'intérieur. Je vous ai dit tout à l'heure, la virtualisation, ça nous permettait de faire du déploiement rapide. Pas vraiment en fait, hein. Quand on regarde Docker, c'est bien plus rapide. Bah forcément, on n'a pas à déployer un système. On a des images qui vont être beaucoup plus simples. Imaginons qu'on a besoin de déployer un HTTPD. Avant, il fallait déployer l'Unix qui allait bien, l'HTTPD, les libs qui vont bien. Là, on a juste un conteneur. Hop, on le déploie, on l'appelle. Pour peu qu'il soit déjà téléchargé sur le moteur Docker, c'est quasiment instantané et l'image est démarrée. Le conteneur est démarré, pardon. Oui, fast startup, bien sûr, hein. Vu que c'est plus léger, forcément le démarrage est plus rapide également. Le gros avantage aussi, c'est que ça va nous permettre de mieux gérer notre partitionnement et notre scaling. Si on veut avoir plusieurs nœuds sur un serveur HTTP, ben, ça va être assez simple, on va créer plusieurs conteneurs. On n'aura pas à créer plusieurs serveurs, à les gérer. Donc il y a des scénarios qui sont plutôt intéressants. Je pense que Kevin vous en parlera par la suite. Je suis pas sûr. Non, d'accord, ok. En fait, tu présentes rien, quoi. D'accord. En fait, c'est fini et tu t'en vas. Ah d'accord, ok, ça marche. Effective use of the hardware, je vous en ai parlé. On n'a pas le système, il va s'exécuter une seule fois au niveau de Docker. Donc on n'aura pas des systèmes qui s'exécutent pour pas grand-chose au final. Donc ça, c'est un gros avantage également.
Isolé, c'est un peu la définition. Versionné, toutes les images, on va pouvoir leur mettre des versions et comme je vous disais tout à l'heure, on saura ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant. Et aussi réutilisable. Une fois qu'on a un conteneur, une fois qu'on a dit ce conteneur permet d'héberger un serveur HTTP, il est facilement réutilisable et on va pouvoir rajouter des étapes, rajouter des choses par-dessus ce conteneur, comme je vais vous le montrer pendant la démo qui n'est pas maintenant. Et moi, il y a un truc que j'aime bien sur la containerisation, en fait, c'est que c'est l'outil parfait pour le DevOps. Je ne sais pas si vous connaissez le DevOps, c'est un truc qui est plutôt à la mode, semble-t-il, particulièrement chez Michelin. Si on regarde Docker, en fait, c'est assez simple le DevOps, parce que on va avoir deux étapes. Le dev, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper du contenu du conteneur. C'est lui qui va dire dans l'image j'aurai un serveur HTTPD, j'aurai tel serveur d'application, j'aurai tel code source, telles informations. Et l'Ops, il va mettre les paramètres qui vont bien entrer, il va instancier ces conteneurs. C'est quand même, je trouve que c'est bien découpé. Alors, démo. Donc, j'ai un PC Michelin. Donc, je crois qu'on en a parlé juste avant, c'est pas un Windows 10. C'est un Windows 7. Je vous ai dit tout à l'heure, Windows 7 n'est pas disponible, ne sait pas faire tourner du Docker. Alors c'est vrai, par contre il y a un petit outil qui est bien pratique qui s'appelle Docker Toolbox. Donc c'est ce que je vais utiliser maintenant. Docker Toolbox, en fait, ça permet de faire du Docker sur Windows 7. En fait, pas vraiment parce que ça va juste créer une petite VM sur VBox à côté, une VM Linux. Et donc le conteneur sera plutôt à côté. Donc, alors, ls ça va pas marcher. Donc là, je suis dans le répertoire de cet utilitaire. Je vais me connecter donc à la machine Linux. Donc c'est qui s'appelle toc. Voilà. Donc là, je suis connecté à la machine Linux. J'ai une CLI qui va me permettre d'accéder à Docker et de lancer des actions dessus. Donc si je fais un Docker PS, ça me permet de voir tous les conteneurs qui sont actifs. Pas de conteneurs actifs, j'ai fait le ménage avant. Et je vais également pouvoir voir les images qui sont disponibles sur ma machine. Donc je vous montre ça en fait. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je vous ai parlé de registry avec un Docker pool qui allait permettre de récupérer l'image sur la machine en cours. On va pas le faire parce que ça prend un peu de temps. En fait l'image qu'on va utiliser pour la démo c'est HTTPD. C'est un serveur web Apache en fait. J'ai déjà l'image. On le fait 180 mégas. Donc à 180 mégas on a un serveur web complet quoi. C'est quand même pas mal. Ce qu'on va faire, je vais quand même vous montrer une registry. Donc la registry de... j'ai pas de lien, c'est pas grave. On va aller sur la registry de Docker. Toc. Voilà. Donc là, j'ai fait une recherche. Donc c'est le conteneur que je vais installer. Donc HTTPD, il est là. Donc j'ai toute la documentation qui va bien. Voilà. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. C'est quand même bien fait généralement. Et nous, ce qui va nous intéresser pour la première démo, ça va être de déployer notre image sans Dockerfile. C'est pas forcément la meilleure façon, mais c'est pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc, on va récupérer la petite ligne de commande qui va bien. Hop, on la met là-dedans. Donc voilà, on fait un Docker Run. Donc ça va nous créer le conteneur, quelques paramètres, le -name qui sert à rien. On n'a pas besoin. Et là, en fait, on va faire un mapping. On va dire que notre service, le port 8080, là on parle de port réseau, en fait, on va le mapper en extérieur. En fait, ça ira taper sur le port 80 de la machine. C'est pratique. Et ici, on va faire un lien vers un répertoire de la machine pour qu'on ait quelques pages à hoster en fait dans notre serveur web. Et donc ça, c'est le nom de l'image et la version qu'on souhaite installer. Quand je vous disais que tout était versionné. Alors, c'est pas mal. Par contre, il faut juste que j'aille mettre un petit bout d'HTML là-dedans, rapidement. Toc. Ok, donc il n'y a rien pour le moment. On va faire comme ça. Ouais, au Mug, on n'est pas très très moderne. On aime bien faire du VI. Par contre, je vous avoue que j'ai eu un petit problème avec mon invite de commande et... Ok. Splendide. C'est génial.
Ah, moi, je ne connais pas ce truc. Donc, voilà. Ok, bon. J'avais pas la touche Escape. Ok, bon, bah, je vais faire plus simple. Encore plus simple que VI. Enfin, je vais tenter, en tout cas. Je vais faire... Hello RIP. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Ça marche ça? Non, c'est pas 4, c'est Echo. Echo. Ouais, Chevron, ça devrait le faire. Oh, putain, ça... Bah non, mais... Ouais, je vais lancer Commander, mais par contre, je pourrais pas présenter, quoi. C'est un peu... Ah. Mais ouais, mais... j'ai pas trop le droit à l'erreur, quoi, en fait. C'est génial, hein. Ok, super. C'est pas sûr non plus, mais a priori, il y a un truc, je sais pas du tout ce qui se passe. Bref. Très très bien. Je prends ma petite commande, hop, je la lance. J'ai perdu toute confiance du coup. Docker PS. Donc là, j'ai ma petite VM, elle est démarrée, elle est partie, et elle s'appelle Suspicious Panini. Pourquoi pas. Donc, ça marche. Bon, c'était quand même rapide, hein. Quand je vous ai dit c'est rapide à démarrer, c'est quand même, bon, j'ai un peu galéré, mais parce que je suis pas doué, mais c'est quand même hyper simple d'avoir un serveur HTTP, quoi. Si on avait été obligé d'installer un Windows, d'installer un 2IS, c'était chiant, quoi. Ouais, voilà, c'était un peu relou, quoi. Là, on l'a fait en direct, donc c'est pas mal. Bon, c'est un peu, si on fait en ligne de commande, c'est vrai que c'est un peu manuel. Alors, il y a quand même une autre façon de faire. Je vous la montre rapidement. C'est plutôt celle qui est conseillée, d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Donc, mais je vais jamais y arriver, ça, sans VI, quoi. Comment tu veux que je fasse ça sans VI, quoi? Je sais pas, moi. Je le fais en 2 fois, non, mais je... Ben, je sais pas, enfin VI, j'étais assez confiant quoi sur VI en fait. Ah bah oui, bah, tu penses que j'ai Nano, ouais, j'allais t'en parler, ouais. Ah non, j'ai rien, bah tu vois VI, bah, je peux essayer Vim, mais non, il n'est pas installé. Non, j'ai rien sur cette VM, elle est hyper légère en fait la VM, c'est l'avantage quoi, donc j'étais confiant avec mon VI, hein. Je suis très déçu. Bon, c'est pas grave. Oh la tristesse. Ouais, pour la petite histoire, juste avant la presse, je faisais le malin, je disais, moi j'ai quasiment rien à faire, je suis sûr et certain, ma démo, elle marche, quoi. Bon, bah... Je l'ai dit à plusieurs personnes, en plus, hein. Je l'ai dit à plusieurs personnes, j'étais trop confiant, quoi. Bah, pas du tout, en fait. Très bien. Des fois, les démos marchent pas, par contre. Des fois, ouais, enfin... Ouais. Mais je vais jamais m'en sortir pour faire ça. Comment tu veux que je fasse ça... Bon. Ah punaise, et si je... C'est pas facile, hein. Oh. Bon alors attends. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Donc là, ça va pas marcher. Ok. C'est pas mal, hein. Et ouais, ça va m'écraser, ouais. Yes. Merci Pierre. Ouais. Tu te rattrapes après le disque que t'as enlevé. Enfin, une autre histoire. Ok, ouais, rappel de touche, c'était un peu ambitieux, quoi. C'est pas normal, hein. Docker, donc... En fait, bon, du coup, je vous ai pas trop expliqué ce que c'était un Dockerfile, hein, avec mes galères du moment. Un Dockerfile, en fait, ça va vous permettre de partir d'une image. Donc là, ça va être le from
HTTPD 2.4. Donc on dit que là, ce qu'on va faire, on va partir de cette image et en fait, on va faire des actions dessus. Donc là, ça va être très très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre dans le répertoire par défaut du serveur HTTP, on va les coller, on va les copier le contenu de ce répertoire qui est sur la VM. Enfin, si j'arrive à quelque chose, quoi. T'as besoin d'un technique ou pas? Je devrais y arriver, mais c'est quand même pas sûr. Hein. Faut voir avec du support. Tu peux faire exit. Sur machine qui rentre. Et ensuite, il y a des fichiers sur ton système de fichiers. Si, je t'assure, ça marche. Et ça marchait pas par contre. Non, je veux bien que t'as pas confiance. Non, mais ça marchait pas, j'ai essayé tout à l'heure. Non, c'est vrai, ça marche pas. D'accord. Bah non, je te promets. Hein. Bon, bref, c'est pas C'est la grave. machine, hein. Oui, ça a été préparé. Putain. Oui, je code sur un clavier QWERTY généralement, et du coup bah, des fois ça fait nimp. Mais bon. Donc, concentration. Non, mais j'ai surtout fini, quoi. Enfin, je vais finir comme ça quand même. Ah, c'est écho. Tac. Super. Et c'était pas là. Je suis hyper déçu, quoi. Oh putain, c'est pas là. Ok, et donc du coup on va tenter de faire un Docker, ouais, on va faire un copier-coller en fait. Hein. Ok, donc là normalement il m'a créé mon image, Docker image ls. Ah, en fait, ça me met des caractères bizarres, mais ça marche très bien, en fait. Donc voilà, on a notre image qui a été créée, qui est... je ne vais pas la pousser sur la registry, ça prendrait du temps, mais on pourrait très bien faire un Docker push, et en fait, elle serait disponible sur la registry par défaut, qui est Docker Hub, et on pourrait la déployer sur un autre moteur Docker. Et donc, on va tenter l'impossible, Docker PS. Donc, on va arrêter cette instance-là, qui est celle qui pointait en local. Et on va faire, donc normalement, tac, tac, ouais, ça répond plus. Et donc on va faire un Docker run. Donc là on a les petits paramètres. Donc, on va juste garder ça. Et notre image qui s'appelle... Ça marche. Donc voilà, on a créé notre première image avec un... Merci. J'ai transpiré, hein. Je vais prendre une douche après. Je vous le cache pas. Voilà. Si je reviens sur la presse, j'avais juste un dernier petit slide avant de passer la main à Kevin. Juste un exemple de Dockerfile qui était un petit peu plus complexe. Bon là, on part d'une image basée sur une Debian. On va récupérer apt-get pour pouvoir installer quoi d'ailleurs? Installer Node.js et ensuite on installe nos dépendances et on va déployer notre application par la suite. Enfin, on va pouvoir faire plein de choses, quoi. Donc c'est juste pour vous dire que le Dockerfile c'est pas juste copier 2-3 fichiers, quoi. On va pouvoir faire, là on a même on expose un port. Enfin, voilà. À toi, Kevin. C'est que il reste plus beaucoup de temps. Donc vas-y. Splendide. Quelle maîtrise. Alors merci Pierre. Alors maintenant qu'on a fait des belles images, on a des beaux conteneurs qu'on peut déployer. Ce qui est intéressant pour nous maintenant, c'est de savoir vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir le déployer. Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, on peut faire des Docker pools, s'amuser à créer des fichiers. Il y a même des outils qui nous intéressent, qui sont intéressants et qu'on peut utiliser, qui s'appellent des Docker Compose. C'est des petits fichiers de configuration YAML qui vont dire telle image va être déployée avec telle config, etc. Donc c'est un fichier de configuration qu'on va pouvoir versionner, qu'on va pouvoir mettre dans le contrôle de code source.
et qu'on va pouvoir déployer. Bon, c'est bien, c'est joli, mais c'est un petit peu fastidieux parce que ça demande énormément d'opérations manuelles. Et après, finalement, on a le même résultat qu'avec une VM. Donc moi, ce dont je vais vous parler, ce sera plutôt des orchestrateurs. Les orchestrateurs vont nous simplifier en fait le mode de déploiement et surtout le maintien en production des applications. C'est surtout là-dessus où c'est intéressant. Alors, pour vous parler des orchestrateurs, je vais déjà vous parler en fait des fonctions principales qu'on attend dans un orchestrateur. La première, ça va être le management de cluster, tout simplement parce qu'un orchestrateur va être déployé dans un cluster, ça va nous permettre d'avoir une scalabilité, d'améliorer les performances, d'avoir une redondance et parfois du load balancing, etc., qu'on va pouvoir gérer directement dans un cluster. Le scheduling. Alors le scheduling, c'est pas ce que vous entendez. C'est pas je veux que demain, par exemple, cette action soit lancée. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est le scheduling, c'est lui dire voilà, je te donne tel fichier, telle information, c'est-à-dire tu vas me déployer telle image autant de fois que tu veux, avec tel load balancer, etc., que tu vas mettre en face, et lui, il s'occupe de le dispatcher comme il en a besoin. On va lui donner un certain nombre de règles, un certain nombre de contraintes, et il va se débrouiller pour respecter ces contraintes et déployer nos applications comme il peut à l'intérieur du cluster, en fonction des ressources disponibles, en fonction de tout un tas de critères qu'il va gérer lui-même. La capacité de mise à jour du cluster en lui-même, de l'orchestrateur, et la mise à jour des hosts. Tout simplement, on va être capable d'arrêter un host, de laisser les applications tourner, de mettre à jour notre host, et de le redémarrer, d'avoir notre cluster qui continue de tourner avec nos applications qui n'ont jamais cessé de fonctionner. Le service discovery, alors c'est lié un petit peu au host maintenance, mais c'est plutôt la fonction qui va y avoir au-dessus. Le service discovery, ça va nous permettre de découvrir les services disponibles à l'intérieur de notre cluster. Les services, ça va être nos applications avec nos endpoints qu'on va avoir à l'intérieur. Et c'est lui qui va se débrouiller pour aller les publier d'une façon correcte. On va le voir, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais à l'intérieur d'un cluster, il va y avoir tout un tas de communications. Chacun des conteneurs va avoir sa propre adresse IP. Et c'est la fonction qu'on retrouve un petit peu derrière. C'est le networking et le load balancing. En fait, chacun des conteneurs va fonctionner dans un propre réseau lui-même. Tous les conteneurs vont être capables de communiquer ensemble et on va être capable d'avoir du load balancing qui va être fait automatiquement sur chacun des conteneurs. Ça paraît un peu magique, mais on pourra voir un petit peu en détail si vous avez des questions là-dessus. Et le multi-tenant et multi-region, alors tout simplement parce qu'on est capable d'avoir un cluster qui va être déployé partout dans le monde. D'ailleurs, on va avoir des hosts qui vont être aux États-Unis, des hosts qui vont être en Europe, des hosts qui vont être en Asie, etc. Tout ça dans un même cluster. Ce n'est pas forcément conseillé, mais c'est une possibilité qu'on peut avoir. Et le multi-tenant, tout simplement parce qu'un cluster ne va pas être dédié qu'à une seule équipe. On pourrait très bien avoir un cluster qui va être disponible pour tout un groupe, directement. Ce n'est pas forcément le mode conseillé non plus, mais pour autant, c'est quelque chose qui est faisable. Et en dessus de ça, on a encore des fonctionnalités additionnelles. L'application Health Monitoring, tout simplement parce qu'on va être capable, à partir du moment où on a mis notre application en route, de pouvoir la monitorer, vérifier qu'elle est toujours en fonction, et derrière, vérifier que l'application est toujours correctement déployée et qu'elle répond à un certain critère de performance. Les produits. Qu'est-ce qui existe comme orchestrateur? Alors vous en avez sûrement entendu déjà parler, je pense, si vous avez déjà eu une culture sur les conteneurs et sur les orchestrateurs. On va commencer par parler de Docker Swarm. Docker Swarm, c'est tout simplement le premier orchestrateur qui a été créé avec Docker. C'est l'originel. On a Nomad, j'ai jamais utilisé, je ne connais pas du tout, mais bon, il fallait le noter. Empire, pareil, jamais utilisé, mais bon, pourquoi pas. Mesosphere, j'en ai entendu parler, mais jamais utilisé non plus. Kubernetes, on commence à en entendre parler, tout simplement parce qu'il est en train de prendre le pas un petit peu sur tous ces orchestrateurs qui existent. Et Rancher parce que c'est quelque chose de très hype, c'est juste rigolo, quoi. Vous allez voir. Et je vais vous faire une petite démo du coup, si vous êtes d'accord. Parce qu'on est en retard, donc c'est cool. Ah. Alors la démo, je vais vous la faire avec Rancher. Je vous l'ai dit, hein, c'était quelque chose de plutôt sympa. Donc on l'a fait ensemble. Ah, tu veux me tenir le micro? Ouais, porte-moi la presse, cool. Alors, on est là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé un petit cluster. C'est toi qui règle, d'accord. Je vous ai déployé un petit cluster Kubernetes avec Rancher, tout simplement parce que Rancher maintenant implémente directement un Kubernetes. Si j'arrive à retrouver mes slides, c'est bon. Et voilà, vous l'avez sur ma jolie machine. Donc je vous la montre un petit peu comment je l'ai déployé. Vous avez un master qui est juste l'installation de Rancher et trois nœuds qui me permettent d'exécuter un cluster Kubernetes.
Dans ce cluster, j'ai un environnement, enfin c'est plutôt un cluster que j'ai appelé lab. Et dans ce cluster, si on va regarder un petit peu les nœuds qu'on a, on a 3 nœuds. Le nœud 1 qui permet d'exécuter, qui possède tous les rôles, en fait c'est les rôles de configuration qui va être maintenu, et ensuite le rôle worker qui va lui permettre d'avoir la possibilité d'exécuter des applications qu'on aura conteneurisées. Et 2 autres nœuds du cluster qui eux seront que des workers. Donc c'est typiquement eux qu'on va être capable d'arrêter et de redémarrer sans impacter la production. Donc la première chose que je vais faire avec vous, c'est essayer de déployer une application. Alors si je retrouve mes petits, par exemple là j'ai dans un espace de travail qui s'appelle default, tout simplement, je vais lui demander de déployer une application. L'application que je vais déployer, ce sera Rancher Hello World. Ouais, merveilleux parce que du coup ça va nous permettre... tac, j'ai fait n'importe quoi. Tac, tac. C'est mieux. Hein. T'as vu ça? Ouais, attends, j'ai tout préparé. Hein. Ça paraît pas mais bon. Donc je l'appelle Hello. Sans aucune config, je le laisse dans l'espace de travail default, etc. Je lui demande, je vous en ai pas parlé, mais avant d'en parler, ça aurait été bien de le dire. Je lui demande de déployer qu'une seule instance, et je le lance. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est la capacité de scheduling. La capacité de scheduling, c'est juste de dire, voilà, j'ai telle configuration à déployer, démerde-toi pour me le faire. Et c'est typiquement ce qu'il est en train de faire. Donc là, il sait qu'il a, par exemple, un nœud à déployer, un pod, et ce nœud, il se démerde pour le faire. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'apparemment, le nœud est actif. C'est merveilleux. Par contre, on ne peut pas encore y accéder. Il va falloir que je rajoute une fonctionnalité de ingress. Le ingress, en fait, c'est juste le endpoint d'entrée d'un service qui va être déployé dans un cluster. Donc, je l'appelle Hello, parce que je suis un fou, et je le mets sur mon application Hello. Sur le port 80, et je lui dis Save. On va attendre un petit peu. Tout simplement parce que je vais avoir une résolution de nom qui va arriver dans pas longtemps en fonction du nœud sur lequel ça sera, enfin du node, du host sur lequel ça va être lancé. Et pendant ce temps-là, je vais revenir un petit peu sur les slides, tout simplement parce que je voulais vous parler un petit peu quand même des concepts de Kubernetes, parce qu'on est sur Rancher. Donc les premiers concepts, ça va être le nœud. Le nœud, en fait, c'est la machine virtuelle sur laquelle on va exécuter les conteneurs. Le pod, c'est la notion qui est derrière. En fait, le pod, c'est le conteneur qui va être exécuté. C'est l'instance exécutée derrière. Pour un seul workload, une seule charge de travail, on va avoir autant de pods qu'on lui aura demandé. Et le ingress, qui lui va être le endpoint d'entrée. C'était les 3 notions dont je voulais vous parler quand même, pour que vous compreniez de quoi je parle. Tac. Et là, merveilleux, t'as vu ça, c'est bien fait. Hein, nous avons une jolie URL qui est arrivée, et si je clique dessus, on a notre Hello World qui arrive. Donc là, vous voyez, ça c'est le nom du pod qui est derrière. Si je vais un petit peu dans le détail du Hello, si je le retrouve là, plutôt du workload Hello, voilà, c'est lui. C'est lui sur lequel je suis arrivé. Et donc je vais vous montrer un petit truc un peu rigolo, c'est que je vais augmenter le nombre d'instances. Volontairement, allez, j'en mets 10. Et donc là, c'est encore la capacité de scheduling. Je lui ai demandé d'en mettre 10, et bien il est en train de me les monter. Un par un. Donc au fur et à mesure que ça va arriver, on va pouvoir regarder. Notre service, il est toujours up. Si vous regardez bien, on est en load balancing. On passe à chaque fois sur des nœuds différents, sur des instances différentes. Donc ça, c'était la partie rigolote. Voilà, on est capable de scaler automatiquement nos instances. Parfait. Donc là, il est en train de me les retirer et on les voit bien sur quel nœud il les a fait tourner. Vous avez vu, il dispatche le 1, le 2, le 3, etc. en fonction des capacités disponibles. Et ça, c'est l'IP interne de notre conteneur qu'on peut voir à l'intérieur. On ne peut pas y accéder là comme ça, hein. Il faut vraiment avoir un plan d'adressage et tout, c'est un peu compliqué. On pourrait communiquer directement avec si je m'étais mis sur le même réseau avec une adresse IP qu'il connaît, mais c'est pas le but. Pas le but aujourd'hui. Et ça, c'est l'adresse IP du node sur lequel j'ai exécuté mon instance. Donc j'en garde 2, qui sont tous les 2 sur le node 3, c'est merveilleux. Et je vais faire une petite mise à jour de notre conteneur. Je vais utiliser notre image. Donc là, ce que je vous montre en fait, c'est la capacité de mise à jour d'une application. Donc je viens là, edit, je lui dis, finalement, je veux pas que tu me prêtes cette image, je veux que tu m'en prennes une autre. Alors ça aurait pu être la même, mais avec une version différente. Donc ça veut dire qu'on va faire un upgrade d'une application directement. Toujours avec mes 2 instances. Et là, si j'y arrive, tac, voilà. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, il est en train de me démarrer des nouveaux nœuds. Derrière, en fait, il est en train de télécharger les images, les conteneurs. Il me démarre les nouveaux nœuds. Les anciens fonctionnent toujours. On les retrouve là. Ah bah non, il a été plus vite que je ne le pensais.
Donc en fait, il m'a déjà démarré les nouveaux et il est en train, normalement, de le scheduler pour m'enlever l'ancien rancher. Ça va venir, logiquement. C'est le temps que ça fonctionne bien. Et voilà, parfait. Et donc là, je me suis retrouvé qu'avec des conteneurs de Nginx. Donc typiquement, vous avez vu qu'il y avait une montée de version directement, alors que les services étaient toujours up. Bon, on est passé sur 2 services différents parce que je lui ai demandé 2 applications différentes, c'est logique. Mais bon, après, voilà. C'est toujours une fonctionnalité qu'on est capable d'avoir. Et toujours, voilà, j'ai travaillé sur le 1 et le 2. Parfait. Je vais faire un autre truc, c'est que là, carrément, je vais casser un petit peu mon service. Volontairement. Je vais lui demander de lancer un conteneur qui s'appelle Hello World. Hello World, en fait, c'est une application qui n'est pas une application web. C'est une application console. En fait, elle nous retourne un résultat qui s'appelle Hello World. C'est merveilleux. Sauf que ça ne marche pas dans notre contexte. Parce qu'en fait, le conteneur, il démarre, il fait un Hello et il s'arrête. Et là, en fait, le cluster Kubernetes va s'en rendre compte. Et lui, ce qu'il va nous dire, c'est que voilà, il essaye d'upgrader. Si vous le voyez, il est là. Mais il nous dit, il n'est pas valable. Donc pendant ce temps-là, notre application est toujours disponible. Mais l'instance qu'il a essayé de démarrer, elle ne fonctionne pas. Donc du coup, il garde le service précédent qu'on lui avait donné. On a toujours l'autre possibilité de faire un rollback, si on avait envie, pour revenir à cette version-là, où on avait nos Nginx, rollback, il nous supprime l'ancienne image, ça vient, et pendant ce temps-là, on est toujours up 1. Le temps qu'il le fasse, et puis après, ça tourne, sans problème. Et une dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la maintenance des hosts. Alors, là, pour le coup, je vais aller un petit peu plus loin, je vais passer en ligne de commande. On le voit bien ? Cool. T'as vu ça? Ça te rappelle les souvenirs, ça? KibeCTL? KibeCTL. Jean Damé. Ah, il nous a abandonné. Une question sur Kubernetes, Jean Damé. Expert, ouais. Expert Kubernetes. Il a une formation de 3 jours. Donc, non, il est vraiment expert. Ouais, je sais pas. Donc là, je suis passé en ligne de commande à l'intérieur du cluster Kubernetes et je vais pouvoir lui demander tout un tas d'informations et pouvoir faire des opérations de maintenance. J'aurais pu le faire par l'interface graphique, mais je voulais vous le faire par la ligne de commande parce que je trouvais ça plus cool. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est que tout à l'heure, on avait nos nodes qui tournaient, je ne sais plus sur quel os, mais on va aller le regarder tout de suite. Si je fais kubectl, describe pod, hello, non, pod. Hello, je vais avoir un F7, tac. Alors c'est parfait, je vais peut-être pas éteindre le 1, je vais éteindre l'autre plutôt. Tac. Yes, excellent. Donc là, j'ai une opération de maintenance à faire sur mon node 2. Donc du coup, la première chose que je vais devoir lui demander, c'est d'arrêter le node 2. Donc ça veut dire de déplacer l'image, enfin de lui dire, ce node 2, moi je veux plus qu'il y ait des containers qui tournent dessus, parce que de toute façon, je vais l'arrêter dans pas longtemps pour ajouter de la RAM, par exemple. Donc, ce que je vais lui demander, c'est kubectl, brain, node. Je crois que c'est ça la commande. Hein. Allez, j'ai mon petit fichier de panique. C'est bien ça. Tac. Et j'ai cliqué n'importe où encore une fois. Hein. T'as vu? Node 02. Ouais, c'est parce que j'ai mal écrit kubectl, c'est ça. Tac. Ignore. Parfait. Donc là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de me déplacer mes images. Et on le voit bien, il me dit mon pod, le S8KZ6 a été déplacé. Il l'a supprimé, il en a recréé un nouveau. Donc là, on a toujours nos services qui continuent de tourner, hein, mais en fait, ils tournent sur d'autres nodes. Et on peut tranquillement arrêter la petite VM qui s'appelle node 2. Tac, éteindre, comme une brute. Bam. Et là, nos services continuent de tourner. Sans problème. Une opération de maintenance bien réussie. Je rallume le node 2 et clac, ça revient en route. Et après, il reschedule pour redispatcher directement les containers comme on en a envie. Voilà. Je suis arrivé presque au bout de la démo. Je suis dans les temps. Cool. Oui, voilà, on a bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire aussi en cloud? Parce que là, je vous l'ai fait sur ma machine. C'est merveilleux, mais on est capable aussi de le faire dans le cloud. Et dans le cloud, il y a des players qui existent. Vous avez Docker Cloud, le premier. Donc, lui, ce sera avec du Swarm. Vous pouvez lui demander de déployer des images comme vous en avez envie, avec le même type de configuration. En fait, peu importe le type d'orchestrateur, vous aurez les mêmes fonctionnalités presque, peu ou prou. Amazon Elastic Kubernetes Service, bon, Amazon OKS. Amazon, je les aime pas, donc peu importe.
Alibaba, parce qu'on se devait de parler un petit peu d'autre chose. Et oui, ils en ont aussi. Hein. Donc, il s'appelle CSK. Bon, on ne connaissait pas non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Merci Wikipédia, quoi. Et on se devait d'en parler, bien sûr, AKS, les meilleurs. Voilà, ils fonctionnent très très bien. C'est super cool. Et en plus, ils sont pas chers. Bon, ça, c'est un autre problème. Et je suis arrivé au bout. Est-ce que vous avez des questions ? Attends, je vais donner le micro. Je te le jette ? C'est enregistré. Voilà. Le Rancher, là actuellement, il est hébergé, si j'ai bien compris, sur le master. Et du coup, si je dois faire une maintenance du master, ça se passe comment ? Alors effectivement, le Rancher, tel que vous le voyez, il est hébergé sur le master, sauf que le cluster Kubernetes n'en a pas besoin pour tourner. Il peut tourner en autonomie. Je peux éteindre le Rancher sans problème. Par contre, si par exemple j'éteignais le node 1, sur lequel j'avais toute la configuration du cluster Kubernetes, je n'aurais plus rien. C'est pour ça que la bonne pratique, en fait, c'est de déployer plusieurs masters. On peut très bien clusteriser même la partie master. Je ne l'ai pas fait pour la démo, mais c'est la bonne pratique. D'autres questions ? Soit on a été très clair, soit on les a endormis. Allô ? Ouais, on a beaucoup parlé en fait du monde Linux en fait pour les conteneurs, mais on n'a pas beaucoup parlé du monde Microsoft et Windows Server. C'est-à-dire que ça marche très bien dans le cloud. Normal. Mais qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour le faire sur du on-prem en fait ? Parce que je vois pas forcément l'intérêt en cloud d'avoir du Docker versus du PAS. C'est philosophique. Là, c'est philosophique. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, je te laisse répondre. Déjà dans Windows, ouais, c'est vrai que moi j'ai pas une grosse expérience dans Windows, enfin si ce n'est sur ma machine de dev où j'utilise le Docker qui est directement embarqué. Après, ouais, c'est un composant de Windows. Tu installes ton Windows Server et tu rajoutes la feature Docker et ça t'installe le moteur Docker et ça te permet d'héberger tes conteneurs. Alors c'est basé sur de l'Hyper-V derrière. Et donc voilà, ça marche. Et ton autre question, du coup, la suite, excuse-moi. Ouais. Oui, je demandais les prérequis en fait pour avoir du Docker en fait en Windows Server on-prem versus sur du cloud. Parce que la configuration en fait ce serait normalement du Windows Server Nano, j'imagine, pour avoir quelque chose de plus scalable et plus petit. Ouais. Mais la gestion des Windows Server Nano se fait pas par GPO par exemple, elle se fait uniquement via du DSC et on peut pas faire de RDP sur les machines. D'accord, ok. Alors, juste le petit détail, c'est par rapport à la configuration de DSC en fait on-prem qui demande des prérequis. Et Ouais. je t'avoue que moi, de mon point de vue, j'ai du mal à voir exactement tout ce qu'il faut installer on-prem pour pouvoir faire du DSC. Je ne saurais pas te répondre. T'es chaud pour le mug, Vicente? Ouais. On t'embauche. là, on est mort. Hein. Ouais, on n'est par pas contre- Windows, nous, en fait. Hein. Tu sais, nous. Par contre, si je peux donner une réponse Bien sûr. sur... Si je peux donner juste une réponse sur la partie cloud, si on veut héberger des conteneurs Windows à l'intérieur du cloud, franchement, moi je ne m'amuserais pas à déployer des VM. Bah ouais. J'utiliserai directement les services de conteneurs de Azure. Comment ? C'est du plateforme as a service. ça, ouais. Ce sera plus du IaaS. Donc du coup, on s'affranchit directement des problématiques de GPO, etc., de maintenance des hosts, quoi. Je vais poser la question piège parce que je connais plus ou moins déjà la réponse, mais il faut bien à un moment donné la poser celle-là. C'est quelles sont les contraintes à Docker qui empêchent aujourd'hui de pouvoir l'utiliser dans l'environnement Michelin? Ah, on n'est pas là pour parler de Michelin. On connaît pas Michelin. Non. C'est dans la question. Je pense que la plus grosse difficulté, ce sera les pratiques qu'on a à l'heure actuelle. L'architecture d'application en fait partie, mais effectivement, les pratiques qu'on a à l'heure actuelle de déploiement de nos applications, Ouais. pour l'instant, ne sont pas vraiment adaptées à de la conteneurisation. Ouais.
Mais il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Enfin, t'en connais une, tu connais le GAC, par exemple, qui va pas nous aider. Le framework.net, la version qu'on utilise, ça va pas nous aider non plus. Il y a un vrai reworking avant de pouvoir penser à faire du conteneur sur nos applications, en tout cas SIP, quoi. Sur les applications, oui, historiques, mais après, historique, ouais, bien sûr. C'est bien des choses qu'on est en train d'étudier par rapport à d'autres applis, quoi. Ouais. Du Elastic, du Centrion, ce genre de choses. Juste pour ouvrir, bien sûr. Monsieur Huré est bien placé pour le savoir. Il a eu une formation DataCore pendant une semaine et le gars s'est amusé à faire un petit Docker avec du Grafana pour pouvoir monitorer tout ce qui vient des éléments de DataCore. Donc c'est des choses qui peuvent rentrer, mais pas forcément par rapport à nos frameworks legacy. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Après. Ouais. Ton service au départ que tu as lancé, il tournait sur 2 nœuds ou pas? Avec un load balancing, c'est ça? En fait, parce que ma question, en fait, tu l'as mal vu, mais il tournait sur les 3. Il tournait sur les 3. Donc, ça répond à ma deuxième question, qui était s'il y a un node qu'on coupe violemment, et pour éviter cette fameuse migration, parce que là, il a migré le service avant qu'il arrête le node 2. Et je voulais savoir ce qui se passait si on l'arrêtait violemment, le node 2, c'est-à-dire via l'interface carrément arrêter la VM, en fait. Là, tout à l'heure, j'avais arrêté la VM, effectivement. Et donc là, je vais pas pouvoir les revoir comme ça, tac, tac. Mais mon conteneur, qui est là, tac, il tourne à l'heure actuelle sur le 1 et le 3. Si bien que si j'arrête le 3, par exemple, et ben, ça continuera de tourner. Sur le 1. Sur le 1. Donc, t'as pas donc là, j'en aurais quand même arrêté 2, quoi. Tu veux reprendre la main, Pierre? Ouais. Yes. Vous avez d'autres questions? Oui, une petite question rapide. Tout à l'heure, on voyait le load balancing. Il fait uniquement du round robin ou il y a d'autres capacités de load balancing pour les applicatifs? Il a tout un tas de capacités. Vous voyez, il fait du round robin, du failover, il fait il a tout un tas de capacités. Derrière, en fait, sur quoi il se base? Sur du Nginx. Donc toutes les capacités de Nginx sont prises en charge. Ok. Je te laisse reprendre la main, Pierre. Oui, non, c'était juste pour finir. Vous pouvez retrouver la session d'aujourd'hui sur notre GitLab. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet assez facilement si vous cherchez GitLab Mug in Clermont. Et donc, Kevin vous a mis toutes les sources et tout ce qui va bien pour refaire le test, je crois. Ouais, vous pouvez démarrer carrément un cluster avec une commande. Royal. C'est pas mal, hein. Je l'ai fait cet après-midi, ça fonctionnait. Faut une belle machine, mais ça fonctionne. Voilà. Super. Voilà. Ah oui, du coup, t'as pas montré le QR code, quoi. C'est pas mon QR code. Bravo. Tu veux que je montre ton QR code? Parce que j'ai trouvé que c'était la mode là pendant les rips, donc du coup, je me suis dit tiens, je vais en faire un aussi. et celui-là, il y a le logo quand même. Hein. Ah, il est joli, ouais. T'as vu ça? Le logo à l'intérieur, le fond, Attends, c'est travaillé à la main. Fait main ça. Non, je plaisante. Enfin, voilà. Donc là, ça va vous amener directement sur le GitLab, sur lequel vous pouvez récupérer toutes les sources de notre pitch de ce soir et de tout ce qu'on a préparé. Voilà. Merci.